Salut. Ceci est un avertissement. Notre discussion va inclure beaucoup de contenu troublant concernant la violence sexuelle. Donc, toute personne qui pourrait être affectée par ce sujet devrait en tenir compte. Maintenant, regardons un extrait, puis nous allons en discuter. Je mets le marteau sur ma main, j'appuie, et il me dit d'abaisser le marteau. Je l'ai vu quand ils l'ont tué, ils l'ont attrapé et on l'a entendu crier. Des cris qu'elle a poussés pour sauver sa vie. C'était drôle, c'était pour les faire passer de l'un à l'autre. Ils étaient heureux là-bas. J'ai entendu les cris, je l'ai entendu crier. Leurs visages et leurs organes sexuels étaient défigurés. On voyait ça plusieurs fois. Comme s'ils voulaient infliger la douleur de la manière la plus cruelle possible. Ils ont redéfini le mal. D'accord. Eh bien, ce n'était qu'un extrait d'un rapport massif qui vient tout juste de sortir. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 13 mai. Ce rapport a été publié hier par une commission civile en Israël qui a passé les 2 dernières années et demie à enquêter sur les atrocités du 7 octobre, lorsque le Hamas a commis un massacre, le pire contre les Juifs depuis l'Holocauste. Ce rapport est basé sur des milliers de vidéos, d'enregistrements audio, de témoignages de victimes, d'otages et de témoins. Des milliers, tout simplement. Et avant d'en parler, je veux juste dire cela. Juste avant la publication de ce rapport, le New York Times a publié un soi-disant article d'opinion de Nicolas Christophe déclarant que Israël commet ce genre d'atrocités sur les prisonniers palestiniens chaque jour, ainsi que toutes sortes de crimes sexuels. Son article fait des milliers de mots et il inclut des libelles de sang aussi absurdes que le fait qu'Israël entraînerait des chiens à violer des hommes palestiniens, quelques femmes, mais surtout des hommes, par des rapports anaux. Maintenant, Marc, parlons un instant du moment où l'article de Christophe est sorti et aussi de ce que nous faisons. Toi, j'aimerais juste le dire et rappeler aux gens, tu as non seulement été ambassadrice au Royaume-Uni, mais tu as aussi passé de nombreuses années comme conseillère auprès de premiers ministres, y compris Netanyahou, et comme porte-parole. Et lorsque le massacre du 7 octobre a eu lieu, le premier ministre Netanyahou t'a appelé pour faire une sorte de service de réserve afin de servir de porte-parole, mais aussi pour réfuter. Bien qu'il y ait eu tant d'accusations et que beaucoup de gens dans le monde disaient que rien de tout cela ne s'était produit, alors que c'était pourtant bien documenté. Et t'as passé des mois devant les caméras, à parler à CNN, à la BBC, à toutes sortes de médias qui accusaient Israël de toutes sortes de crimes, et tu étais là à les réfuter. Alors parle-nous-en un instant. Donc je suis revenu travailler pour le Premier ministre, je crois que c'était le lendemain. Donc cela aurait été le 8 ou le 9 octobre 2023, et comme tu l'as dit correctement, j'y suis resté quelques mois. C'est là que nous nous sommes vraiment rencontrés pour la première fois, car tu travaillais aussi au bureau du Premier ministre. Et tu sais, c'était une période difficile parce que le pays était sous le choc. Et la compréhension de la calamité ou de la tragédie de ce qui nous était arrivé, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. C'est progressivement que nous avons compris de plus en plus ce que le Hamas avait fait à notre peuple, aux Israéliens et aux autres le 7 octobre. Et ensuite, ce qui arrivait aux otages qui étaient retenus dans les cachots de Gaza, oui, coincés dans des tunnels et qui étaient maltraités. Je veux quand même dire quelque chose ici. Beaucoup des informations que nous avions à l'époque sur les crimes du Hamas venaient du Hamas lui-même. C'est vrai qu'il y avait des caméras de sécurité, des caméras de circulation et ainsi de suite qui ont capté beaucoup de violences, mais la majorité des violences les plus sanglantes, y compris les violences sexuelles, provenaient des caméras du Hamas parce qu'ils filmaient ce qu'ils faisaient. Et ici, je pense que nous avons appris quelque chose sur le Hamas et sur la violence djihadiste en tant que telle. Parce que regardez, au cours des 100 dernières années, au cours du siècle dernier,
Nous avons vu de nombreux dirigeants cruels et brutaux, que l'on parle de Hitler en Allemagne, de Staline en Russie ou de Mao en Chine, des meurtriers de masse, oui, des personnes responsables de millions de morts. Mais ils ont toujours essayé de garder leurs atrocités secrètes, n'est-ce pas? Himmler a prononcé un discours devant la SS où il dit qu'il est bien de tuer tous les juifs, mais qu'il ne faudra jamais le révéler. De son point de vue, nous rendons un grand service à l'humanité et à l'Europe en exterminant ces juifs, mais nous ne devrions pas en parler. Cela doit rester secret. Et si vous accusiez la Russie de Staline et les goulags de faire des choses terribles, on vous accusait d'être anti-soviétique, anti-classe ouvrière, oui, anti-révolutionnaire. En d'autres termes, ils ont toujours nié les accusations portées contre eux. Et là, le Hamas diffusait en temps réel, presque en direct sur différents réseaux sociaux, leurs massacres, leurs décapitations, leurs viols. Beaucoup des informations que nous avons proviennent de ce que nous venons de voir, qui est le témoignage des personnes qui ont été victimes de la violence du Hamas, oui, et des atrocités du Hamas, qui ont survécu pour témoigner sans doute une minorité des personnes concernées, notamment parmi celles touchées par la violence du Hamas. Mais le fait que le Hamas ait fièrement affiché cela, qu'il n'ait pas ressenti le besoin de le cacher, il faisait en réalité la publicité de leurs atrocités. Et c'est quelque chose que nous n'avions vraiment jamais vu auparavant. Mais de quoi s'agit-il exactement? Et qu'est-ce que cela nous dit sur la nature du Hamas et de la violence djihadiste en général? Ce qui est intéressant à ce sujet, tu as tout à fait raison. Et cela nous amène à une discussion très importante qui a lieu en Israël depuis le 7 octobre, peu de temps après, je ne sais pas, dans la semaine qui a suivi les atrocités. Le bureau du Premier ministre a rassemblé toutes les vidéos que le Hamas avait diffusées. Pas seulement, comme tu l'as dit, les caméras de vidéosurveillance dans le sud d'Israël. Ce sont des images du Hamas se vantant de ce qu'il faisait et le bureau en a fait une vidéo. Je crois que ça dure 47 minutes, si je ne me trompe pas, pour montrer ça au monde entier. Mais une décision a été prise et tu étais présente lors des réunions où cette décision a été prise. De ne pas diffuser largement cette vidéo horrible parce qu'on y voit des choses tout simplement incroyables. On voit des femmes dont les jambes ont été écartées à tel point qu'elles se sont cassées, leurs hanches étaient brisées et elles ont été laissées pour mortes. Il y avait des hommes à qui on avait coupé le pénis, des bébés brûlés et des familles torturées devant les enfants et des enfants devant leurs parents. C'était tout simplement écœurant, le mot ne suffit même pas à le décrire. Mais bref, le fait est que ce clip, cette vidéo de 47 minutes ne montrait pas toutes les atrocités, mais c'était, disons, pour donner une bonne idée de ce dont il se vantait. Et il a été décidé principalement de protéger les familles de ces victimes. Il y avait 2 types de victimes ici. Il y avait des femmes et des hommes morts. D'ailleurs, les hommes aussi ont été victimes de violences sexuelles, des femmes et des hommes qui étaient morts, qui ont été assassinés après avoir été torturés. Il y avait des femmes et des hommes qui ont survécu à cela, qui étaient encore en vie, et puis il y avait des corps sans vie, pris en otage à Gaza, ainsi que des Israéliens vivants et d'autres ressortissants étrangers emmenés à Gaza. Et il y a aussi des images de cela. Donc nous avons vu par exemple, nous connaissons Hirsch Goldberg Paulin qui a été vu à l'arrière d'un pick-up. Son bras avait été arraché et il a été pris en otage, puis emmené à Gaza. Et d'ailleurs, les Gazaouis acclamaient, riaient et se moquaient de ces pauvres personnes innocentes, dont beaucoup étaient très jeunes et certaines très, très âgées aussi. Une décision a été prise à ce sujet. Beaucoup de familles ne voulaient pas que leurs proches soient montrés ainsi à la caméra, ce qui est compréhensible. Et la deuxième raison, peut-être tout aussi importante, était qu'une telle vidéo, si elle était largement diffusée, pourrait se transformer en une sorte de porno snuff. Vous savez, il y a des gens qui prennent du plaisir à regarder la violence, surtout contre les Juifs, on peut le dire ainsi. Il a été décidé que cette vidéo serait montrée à des groupes sélectionnés d'ambassadeurs et de représentants des médias. Certains journalistes, pas tous, seulement quelques-uns, et de même, emmener cette vidéo aux États-Unis et en Europe et la montrer aussi à un groupe de personnes sélectionnées.
Pourquoi ai-je mentionné cela? Parce que pendant que nous faisions très attention à la sensibilité des familles et à tout cela, la machine de propagande antisémite était déjà à l'œuvre. Elle niait que tout cela ait eu lieu. Et pire encore, on revenait à dire que tout était de la faute d'Israël et qu'Israël tue maintenant des Palestiniens, affame des Palestiniens et tout le reste. Donc, comme le dit le célèbre proverbe, le mensonge a déjà fait le tour du monde, où le mensonge se répand partout dans le monde, avant que la vérité ait eu le temps d'enfiler son pantalon. Alors maintenant, la question est-ce qu'on regrette de ne pas avoir pris les devants et pris en charge cela pour montrer au monde ces atrocités? Et maintenant, ce que nous avons, c'est Nick Christophe dans le New York Times qui nous accuse de toutes sortes de mensonges. D'ailleurs, même si vous ne connaissiez pas le reste des mensonges, vous sauriez qu'il est impossible de dresser des chiens à sodomiser des prisonniers. D'accord? C'est impossible. Et d'ailleurs, mais tous les dresseurs de chiens le disent aussi, et tout le monde est d'accord là-dessus. Et toute personne qui dit ça, donc le reste de ce qu'il a écrit là-bas, qui est aussi dégoûtant. Ce que j'essaye de dire, c'est que ces 2 dernières années et demie, l'antisémitisme a explosé. Et beaucoup de gens disent bah, qu'Israël a une très mauvaise image, ce avec quoi, tu sais, je ne suis pas d'accord. Je pense que la communication ne suffit pas. On ne peut pas combattre le nazisme avec de la communication. Mais cette question des viols et des choses horribles et très explicites que l'on voit sur cette vidéo, il y avait une membre de la Knesset qui a été une héroïne le 7 octobre. D'ailleurs, mais il y avait une fête ce week-end-là et il a couru hors de chez lui et il a tué des terroristes. C'était un héros incroyable, Almog Cohen, c'est son nom. Et il est sorti après avoir regardé cette vidéo, il a vomi et il s'est évanoui. Donc, je peux comprendre pourquoi nous ne le voulons pas. Mais j'aimerais savoir, penses-tu que c'était une erreur? Je vais répondre à cela, mais je veux d'abord aborder certains des autres points que tu as soulevés. Tout d'abord, le fait que lorsque les otages ont été amenés à Gaza, beaucoup d'entre eux étaient blessés, beaucoup saignaient. Et nous avons vu la jubilation des Gazaouis dans la rue, n'est-ce pas? Je pense que cela a simplement montré le niveau de haine qu'il y a envers les Israéliens et les civils israéliens dans ce cas. Et je pense que beaucoup de gens avaient des illusions, oui. Lors d'une conférence de presse célèbre, le président Trump a rencontré des otages libérés. Il leur a demandé s'il y avait un Gazaoui, comme dans les histoires sur l'Holocauste où une femme chrétienne non juive apporte secrètement de la nourriture à des personnes cachées. Et il a en quelque sorte demandé est-ce qu'il y avait un exemple de cela comme à Gaza et aucun otage n'a pu parler de quelqu'un qui les aurait bien traités, qui leur aurait donné un meilleur traitement ou quelque chose comme ça. Donc ça fait simplement partie de la réalité avec laquelle nous devons vivre, d'accord? Maintenant, à propos du film dont vous avez parlé, il a été réalisé principalement à partir des propres sources du Hamas, n'est-ce pas? Peut-être que certains dirigeants du Hamas ont reconnu une erreur en diffusant cela, mais ils ne pouvaient plus le retirer. J'ai vu ce film trop de fois. Je n'ai pas vomi, mais ce n'était pas facile. Parce qu'au début, nous avions toutes ces missions de solidarité qui venaient en Israël avec des présidents, des premiers ministres et des ministres des Affaires étrangères. Et le Premier ministre Netanyahou a pris la décision de s'assurer qu'ils regardent tous le film. Peut-être que ce n'était pas les 47 minutes complètes, mais c'était suffisant. Et je dois vous dire, on ne peut pas faire regarder ce film à un étranger sans rester assis à côté de lui. Donc, j'ai vu ce film beaucoup trop de fois, parce qu'à chaque fois, vous savez, un ministre des Affaires étrangères tchèque ou un ministre des Affaires étrangères français, ou vous savez, le dirigeant de l'Italie, ils ont tous, Netanyahou regardait le film, et moi aussi, en tant que membre de son équipe à l'époque. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile du tout. Et quand vous le voyez une deuxième ou une troisième fois, vous ne vous y habituez pas. C'est tout aussi difficile à chaque fois. Comment avez-vous vu ces dignitaires? Je me rappelle une réunion avec cette personne La nouvelle, toi. J'ai assisté à une réunion avec une délégation tchèque et certaines personnes du côté tchèque dans la salle ont commencé à pleurer. C'est très difficile à voir. Et nous, vous savez, ensuite il a été décidé que si nous pouvons le montrer aux gens, vous savez, en Israël, nous pouvons aussi le montrer à l'étranger. Et comme vous l'avez dit, la décision a été prise d'autoriser sélectivement la projection du film à l'étranger pour que les gens comprennent à quoi Israël est confronté. D'accord. Et le type de crime que nous avons subi, que représente vraiment le Hamas? D'accord. Il a été décidé de ne pas le mettre sur YouTube pour limiter sa diffusion. J'ai vu quand Netanyahou a visité les Nations Unies, l'an dernier ou avant, il a en fait
affiché, vous savez, avec un code que les gens pouvaient voir. Je ne sais pas si c'était tout le film ou une partie du film, mais c'était le cas. Mais la réflexion était, à tort ou à raison, la réflexion était, comme vous l'avez justement dit, la réflexion était, est-ce que vous le dévalorisez en le mettant simplement à disposition? Et une autre réponse, c'est que vous ne convaincrez pas vraiment les détracteurs d'Israël parce qu'ils diront simplement que c'est de l'IA, que tout est faux, ce que les gens disent quand ils sont confrontés à des preuves. Donc, est-ce que c'est vraiment un changement radical de le rendre public? Et le troisième point que vous avez brièvement abordé, mais qui mérite d'être approfondi, c'est toute la question des familles et des victimes. Et si vous avez une fille qui a été violée, est-ce que vous voulez vraiment que sa photo soit exposée aux yeux de tous? Et si, disons, sa famille a été détruite et que vous êtes la grand-mère et qu'il y a une photo de l'un de vos petits-enfants dans une situation très sanglante, est-ce que vous voulez vraiment que cela soit diffusé? Et je me souviens que le premier jour de la guerre, le 7 octobre, j'ai vu à la télévision israélienne une jeune femme israélienne qui fuyait 3 ou 4 de ces terroristes violeurs qui la poursuivaient et elle se défendait. Et je me suis dit que c'était en fait, vous savez, des Israéliens qui se défendent contre ces atrocités terribles, vraiment terribles. Cela a été retiré de l'antenne, sûrement à la demande de la famille. Il faut penser à elle. Mais pour répondre à votre question, je pense qu'il y avait des arguments des deux côtés pour savoir si nous devions simplement diffuser la vidéo ou non. Il existe des arguments pour et contre. Pour ma part, peut-être par cynisme, je doute que cela aurait changé la donne si nous l'avions fait. Encore une fois, ceux qui jugent Israël terrible pensent qu'il ment et que les Juifs contrôlent les réseaux sociaux. J'aimerais bien que ce soit le cas, oui, mais ce n'est pas vrai. Et que tout cela est inventé, n'est-ce pas? C'est tout de l'IA. Donc, je ne suis pas sûr, encore une fois, que si la décision avait été prise de diffuser tout cela en temps réel, cela aurait été le genre de choses qui aurait changé le récit dominant à l'échelle mondiale. Je pense que si vous regardez la haine envers Israël à travers l'Occident et qui est soudainement en hausse, oui, la haine des Juifs, la haine d'Israël, je pense que cela concerne davantage ce qui se passe en Occident que tout ce qui se passe ici dans notre pays. Et cela concerne plus ce que nous sommes en tant que Juifs que ce que nous faisons en tant que peuple. Oh, je ne pourrais pas être plus d'accord, mais ce qui m'a surtout le plus choquée, c'est que si je me souviens bien, enfin, à part, tu as dit que nous étions traumatisés. C'est difficile de retrouver cet état-là. C'est un peu comme accoucher. Je veux dire, excuse-moi de comparer ça, mais tu sais, une des choses que les femmes qui accouchent disent toujours, moi y compris, c'est que tu penses que c'est tellement douloureux et que tu ne l'oublieras jamais. Et au bébé suivant, tu oublies et tu te dis, oh mon Dieu. Um, donc, je n'arrive pas à retrouver la même douleur viscérale que j'ai ressentie le 7 octobre. Et dès le 8 octobre, c'est plus intellectuel maintenant. Cependant, je me souviens avoir été totalement choquée par l'antisémitisme qui a été déchaîné à la suite des atrocités. Donc, au lieu qu'il y ait de l'empathie ou une quelconque sympathie pour les Juifs en Israël, c'est le contraire qui s'est produit. C'est l'inverse qui s'est produit maintenant. Je n'aurais pas dû être choquée par cela, parce que d'une certaine manière, ces atrocités djihadistes ont permis à l'antisémitisme occidental latent, aussi bien à gauche qu'à droite. Cela a commencé à sortir au grand jour et ça ne fait qu'empirer, parce que les campus à travers l'Occident sont couverts de croix gammées. Nous voyons maintenant l'extrême droite. C'est encore plus présent à gauche, on pourrait dire, mais aussi à droite. Nous connaissons Tucker Carlson et vous savez, la légitimation des calomnies du sang et de l'antisémitisme pur et simple. Je n'utilise pas le mot antisémitisme à la légère. Je ne pense pas que tout soit de l'antisémitisme, mais dire des choses comme nous dressons des chiens pour sodomiser des prisonniers revient au même que de dire nous contrôlons toutes les banques. Tu disais vouloir contrôler les réseaux sociaux, ce serait bien. Peut-être que je n'aurais pas de découvert si je contrôlais une banque. Mais ce qui est vraiment triste, c'est que nous savons que nos médias, les médias israéliens de gauche, n'aident pas. En fait, ça fait du tort parce qu'une grande partie est tellement occupée à essayer de faire tomber Netanyahou qu'elle est tellement autocritique. Oui, nous commettons des atrocités. Les ennemis disent alors, voyez, ce sont des Israéliens qui le disent. Bref, ce que je veux dire maintenant, c'est que je ne sais pas, on ne peut pas revenir sur les 2 dernières années et demie.
Mais le fait que le New York Times ait publié ces absurdités, on a déjà vu le New York Times publier des absurdités et des propos anti-Israël depuis longtemps, bien avant le 7 octobre. Mais là, c'est un cas particulier puisque Nicolas Christophe est lauréat du prix Pulitzer. On ne parle pas de n'importe qui. Et en plus, le comité éditorial du New York Times aurait pu décider, au lieu de simplement le mettre dans les pages d'opinion, de le refuser et de dire qu'il ne pouvait pas publier ça. C'est un journal qui vérifie les faits et tout ça. Laisse tomber, d'accord? Donc, ce que je dis maintenant, c'est que notre tactique, je connais des gens qui disent, les mêmes personnes qui disaient, on s'en fiche, oublions les familles, il faut absolument diffuser cette vidéo. Certaines de ces mêmes personnes ont dit que notre erreur dans notre effort de communication, et c'était, tu étais très occupé à gérer ça dans les mois qui ont suivi le 7 octobre, que notre erreur était celle-là. Nous luttons contre les djihadistes et l'antisémitisme sur la scène internationale, principalement sur le plan rhétorique et idéologique. Et eux, ils n'ont aucun problème à mentir, que ce soit des ONG de gauche, des djihadistes radicaux, peu importe. Il y a eu une campagne et nous sommes si occupés à dire la vérité que nous peinons à suivre et tentons de rattraper. Un excellent exemple, c'est chaque fois que quelqu'un nous accusait ou que le Hamas disait que nous avions ciblé un hôpital à Gaza avec des missiles ou quelque chose comme ça. Il fallait se lever et voir et on te disait « tu viens de tuer plein de gens dans un hôpital ». Tu devais dire ça. Et c'était pareil pour les FDI, l'armée israélienne, en disant nous ne visons jamais les civils. Et si cela s'est produit, nous enquêtons. Et si cela s'est produit et que le porte-parole des FDI le dirait, nous nous excusons. Si cela s'est produit, c'était une erreur. D'accord. Maintenant, je connais beaucoup de gens qui disent que ce n'est pas la façon de combattre les mensonges qui vous attaquent. Vous êtes tellement occupés à dire la vérité. Attendez, nous allons enquêter. Au moment où vous avez terminé l'enquête, cela n'a plus d'importance. C'est déjà répandu partout. Et les accusations de génocide, de famine à Gaza, peu importe combien de fois vous prouvez avec des faits que ce n'est pas vrai. Donc, je n'ai absolument pas de réponse à cela. Mais aurais-tu menti devant CNN en affirmant « Non, ce n'est pas vrai, nous ne l'avons pas fait » La réponse est « Je ne mentirai pas, mais tu dis la vérité. Au moins, tu dois dire la vérité. Mais tu dis la vérité. Tu dis « Eh bien, c'est en cours d'enquête, mais je peux te dire qu'Israël ne cible pas les hôpitaux, n'est-ce pas ?» Et c'est la vérité. Ou tu dis « Israël ne cible pas les civils innocents. » C'est intéressant parce qu'il y a eu cet incident au début de la guerre contre l'Iran où les Américains ont apparemment frappé par inadvertance une école pour enfants. Souviens-toi, le New York Times en a beaucoup parlé. Les Américains ont pris une position ferme, non? Comment peux-tu répéter ça? Ce n'est pas confirmé. Je doute que cela les ait aidés, tu vois. Quoi que tu fasses, tu ne gagneras sans doute pas. C'est comme ça. Je pense qu'il est important de dire la vérité. Et la vérité c'est, n'est-ce pas? Tu sais, si tu tires 1000 roquettes sur Gaza pour tuer des terroristes palestiniens, n'est-ce pas? Et si l'une d'elles dévie, c'est là-dessus que les médias vont se concentrer, n'est-ce pas? C'est ça, la vérité. C'est la nature de la guerre. Je me demande cependant, avec votre permission, vous avez parlé de la montée de l'antisémitisme depuis le 7 octobre 23, et il est important de souligner un point ici. Si vous écoutez l'opinion politiquement correcte à l'étranger, en Australie, au Canada, aux États-Unis, en Europe, ils disent « Eh bien sûr, cet antisémitisme n'est pas justifié », diront-ils. Mais ils diront « Mais c'est une réponse aux actions d'Israël, n'est-ce pas ? C'est une réponse injustifiée, mais tout cela est à cause de ce que fait Israël à Gaza, au Liban, et ainsi de suite. » Et ils se trompent complètement. Ils se trompent totalement. Il y a eu une montée de l'antisémitisme dans le monde entier après l'arrivée au pouvoir de Hitler en Allemagne. C'est la vérité. Partout en Europe, partout en Amérique, après 1933, après que les nazis ont pris le pouvoir en Allemagne, cela donne un élan et de l'énergie aux antisémites dans le monde entier. On constate une hausse de l'antisémitisme de la France à la Pologne, en passant par la Grande-Bretagne et les États-Unis, car les antisémites s'encouragent mutuellement. Si l'un d'eux réussit, tous s'enthousiasment. Et je pense que c'est la bonne explication de cette montée de l'antisémitisme dans le monde, pas seulement l'antisémitisme djihadiste, mais aussi l'antisémitisme d'extrême droite et d'extrême gauche. Si l'antisémitisme est perçu comme une réussite, alors on voit apparaître des imitateurs. Et l'une des raisons pour lesquelles le nazisme a été discrédité, c'est parce qu'il a perdu. Il a été vaincu militairement.
Quand Hitler était présent dans les années 1930 et que l'antisémitisme ne sévissait encore qu'en Allemagne et que les nazis n'avaient pas encore été vaincus, cela a inspiré les antisémites partout dans le monde. Et un dernier point, et je pense qu'il est important de le dire, et je crois que nous l'avons déjà mentionné dans notre podcast par le passé, mais cela mérite d'être répété, il existe un mythe très rassurant. Et ce mythe, c'est que les antisémites sont tous des personnes incultes, sans éducation, grossières, malpropres, n'est-ce pas? Ce sont tous une bande de skinheads analphabètes avec des tatouages. Je ne sais pas, il y a peut-être des skinheads très intelligents avec des tatouages, oui, mais c'est le stéréotype. S'ils avaient une meilleure éducation et comprenaient mieux les juifs, ils ne seraient pas antisémites. Et la vérité, c'est que c'est complètement bidon. C'est un mythe. C'est un mythe rassurant. Si vous le croyez, avec un peu d'éducation et de gentillesse, il n'y aurait pas d'antisémitisme. La vérité, c'est que, et le New York Times, et cet article en est un exemple, certaines des personnes les plus instruites et cultivées peuvent aussi être antisémites. Wagner, qu'on l'aime ou non, mais personne ne nie que la contribution de Wagner à la musique est immense, un homme qui a apporté une contribution importante à la culture occidentale, était antisémite. Voltaire, le père des Lumières françaises, a eu une importance énorme dans le développement intellectuel de l'Occident. Antisémite. Dostoïevski, littérature russe, antisémite. Même Shakespeare, il y a un débat, Le Marchand de Venise. Est-ce qu'il reflète les stéréotypes de son époque ou bien ses propres haines et préjugés? C'est probablement quelque part entre les deux, non? En réalité, l'idée que les personnes intelligentes ou instruites ne peuvent être antisémites est fausse. Donc avec le New York Times, on peut avoir un prix Pulitzer et être antisémite. On peut avoir un doctorat à l'Université Columbia et être antisémite. On peut écrire les meilleures pièces de théâtre et les meilleures émissions de télévision. Et devinez quoi? On peut être antisémite. Pas seulement qu'on peut l'être. De nos jours, les universitaires sont déjà suspects, je dois le dire. Certainement anti-Israël, et ensuite ils prétendent que ce n'est pas de l'antisémitisme, etc. Mais je voudrais juste, avant que nous terminions notre podcast comme nous le faisons d'habitude, avec un petit résumé de la politique israélienne, je voudrais juste faire un dernier point sur les violences sexuelles. La raison pour laquelle je ne voulais pas citer le texte ignoble de Christophe, c'est, vous savez, pour des raisons évidentes, mais il était extrêmement explicite. Et les détails là-bas sur ces gardiens de prison et ces colons anonymes qui se livrent à des actes de sodomie et à des viols. Et c'est incroyable, d'accord? Ils attachent les parties génitales des gens, alors que cela s'est réellement produit le 7 octobre. Et pas seulement ça, d'ailleurs. Et Christophe dit, eh bien oui, cela s'est produit le 7 octobre, mais en Israël, cela arrive tous les jours, d'accord? C'est un tel mensonge que, vous savez, il n'y aurait même pas besoin d'enquêter là-dessus. Puis-je vous demander, Nous n'avons rien dit ici, mais bien sûr, si vous consultez des sources du Hamas et des sources pro-Hamas, vous entendrez toutes ces choses. eh bien voilà, c'est ça le problème, c'est ça le problème. Et ils sont payés pour le faire et tout ça. Mais je voudrais juste rappeler à quelqu'un une étude. C'était une thèse de doctorat réalisée, je crois, il y a environ 40 ans, presque 50 ans, par une femme je pense que c'était à l'université hébraïque. Et nous pouvons vérifier cela. Qui a écrit une thèse disant que le fait que les soldats israéliens ne violent pas les femmes palestiniennes, c'est parce qu'ils sont racistes, que les soldats israéliens sont tellement racistes qu'ils ne vont même pas s'en donner la peine. Ils ne daigneront même pas violer les femmes palestiniennes. Et donc, cette histoire d'utiliser le viol comme moyen d'attaquer les soldats israéliens, Même quand nous ne violons pas. même quand nous ne les violons pas, ça devient... Et vous savez, le point final, c'est que ce n'est pas seulement que des atrocités sexuelles ont été commises et dont on s'est vanté. C'est que cela est devenu un outil de guerre, que la violence sexuelle est devenue un outil de guerre dans tout ce conflit. Ça a déjà été le cas par le passé. Il y a toujours eu, nous avons entendu des histoires, pour toutes les guerres, il y a des soldats individuels qui peuvent violer ou piller. Je veux dire, cela arrive en temps de guerre. Et la seule question est de savoir si votre armée, l'armée en question, les traduit devant une cour martiale, les envoie en prison, peu importe comment ils sont traités. Alors que les combattants du Hamas sont traités en héros lorsqu'ils commettent des viols, des actes de sodomie et sectionnent les organes génitaux. Ils l'ont affiché sans le cacher, fiers de cela.
Donc, le point important, c'est qu'il faut souligner cela et il faut aussi insister sur le fait qu'il s'agit d'un mouvement soutenu par l'Iran, un mouvement djihadiste soutenu par l'Iran. Et le Hezbollah est considéré comme étant encore pire que le Hamas. Et si le Hezbollah avait envahi Israël en traversant la frontière nord, comme le Hamas l'a fait au sud, nous aurions vu des violences sexuelles tout aussi graves, voire pires, on pourrait dire, dans le contexte des combats. Puis-je juste dire quelque chose avant que nous continuions? Oui. Une dernière chose, il y a eu un article dans la presse britannique il y a 2 ou 3 semaines où ils se sont penchés sur Gaza et ils avaient tous ces reportages disant que le Hamas distribuait de l'aide et utilisait la distribution de cette aide comme moyen d'obtenir des faveurs sexuelles et de faire du chantage aux femmes. Si tu veux de l'aide pour ta famille, amène ta fille ici, sinon je coucherai avec cette femme mariée si elle veut nourrir ses enfants. Et bien sûr, c'est une arme utilisée par le Hamas dans le cadre de la terreur qu'ils exercent sur leur propre population. Et devine qui n'a pas publié d'informations sur le Hamas maltraitant les femmes à Gaza? Le New York Times? Alors oui, écoute, sur cette note terrible, tu sais, c'est désagréable d'en parler, mais ça ne va pas disparaître. Sur cette note, parlons d'autre chose. Ce n'est pas vraiment joyeux d'évoquer la politique israélienne. Allons-y. Nous avons aussi promis aux téléspectateurs et auditeurs de consacrer les 3 ou 4 dernières minutes à une mise à jour, car c'est bientôt l'heure. C'est ce que je dis, exactement. Donc la grande nouvelle cette semaine dans la politique israélienne, c'est que les partis ultra-orthodoxes, ou l'un d'entre eux en particulier, a déclaré qu'ils allaient avancer les élections. Ils se retirent de la coalition. Et Netanyahou n'a pas tenu sa promesse concernant la loi sur la conscription qui aurait exempté beaucoup d'étudiants de yeshiva qui étudient toute la journée et ne vont pas à l'armée. Les élections auront lieu plus tôt que prévu. Elles étaient possibles en octobre, mais semblent maintenant fixées à septembre. Tout d'abord, je dois bâiller car franchement que les élections soient en septembre ou en octobre, cela ne change pas grand-chose. Pour nos téléspectateurs et auditeurs américains, vous avez l'habitude des élections avec une date fixe, le premier mardi de novembre tous les 2 ans, n'est-ce pas? En Israël, comme dans d'autres démocraties parlementaires, 4 ans, non. 2 ans pour les élections de mi-mandat. Oh, les élections de mi-mandat, oui. Mais dans les démocraties parlementaires comme l'Australie, la Grande-Bretagne, le Canada, Israël, les élections ont lieu quand le Parlement le décide et il y a une limite. Évidemment, ils doivent organiser une élection avant une certaine date. Et historiquement, presque tous les gouvernements israéliens terminent avant la fin de leur mandat complet, parce que tous les gouvernements israéliens sont des gouvernements de coalition. À l'approche des élections, les partis de la coalition cherchent à se distinguer, ce qui fait souvent chuter les gouvernements plus tôt. Ce gouvernement sera en réalité l'un des plus longs de l'histoire d'Israël malgré tout. Oui. Avec la réforme judiciaire, le 7 octobre et toutes les crises, c'est une coalition qui tient depuis longtemps. Je refuse de m'enthousiasmer, car cela revient peut-être juste à avancer les élections d'un mois, et à bien des égards, cela sert les deux camps. Parce que la base de Netanyahou, ce sont des Israéliens ordinaires qui servent dans l'armée, et ils ne sont pas très contents des compromis faits avec les ultra-orthodoxes, dont les jeunes hommes ne vont pas à l'armée. Je pense que les ultra-orthodoxes sont en colère contre Netanyahou car il ne leur a pas accordé ce qu'ils voulaient, et qu'ils défendent les étudiants de yeshiva, ce qui leur convient. Donc avancer les élections pourrait en fait être une situation gagnant-gagnant pour les deux camps. Permettez-moi juste d'ajuster ce que vous avez dit, pas parce que c'est faux, mais parce que je le vois différemment. Le projet de loi est appelé par l'opposition qui s'y oppose, le projet de loi sur l'évasion du service militaire. Maintenant, tout dépend de la façon dont on le voit, parce que ce projet de loi augmente en fait, au cours des 5 prochaines années, l'enrôlement des jeunes ultra-orthodoxes, ceux qui n'étudient pas dans une yeshiva, doivent servir dans l'armée. Le projet de loi était un compromis pour augmenter le service militaire tout en permettant aux étudiants de poursuivre leurs études. Ce n'est donc pas une évasion du service militaire. Il ne s'agit pas qu'il ne leur ait rien donné. Désormais, ils peuvent tous éviter la conscription. C'était censé être un compromis pour essayer, disons, de changer la société israélienne à la base afin que les jeunes hommes haredim ne soient pas gênés. Ce n'est pas une honte dans leur quartier pour eux d'entrer dans l'armée, etc.
Et donc, si cela ne passe pas, vous savez, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de gens qui veulent que ce projet de loi soit adopté et qui ne cautionnent pas le fait d'échapper à la conscription. Ils pensent que cela aidera à augmenter la conscription. On peut dire, Je fais partie de ces personnes. Je pense que si le gouvernement israélien s'y prenait à coups de massue et disait que tous les ultra-orthodoxes doivent être dans l'armée demain, il y aurait moins de gens dans l'armée parce que cela créerait un conflit interne. et nous avons constaté une augmentation à ce niveau-là. C'est exact. Donc, je crois qu'il faut le faire progressivement, lentement et étape par étape. Mais bon, il y a ce combat. Je souhaite aussi préciser un point pour ceux qui connaissent mal le système parlementaire. L'ironie, c'est que si, lorsque les élections ont lieu et qu'il n'y a pas de coalition et que des négociations sont en cours, et s'il y a une impasse d'une certaine sorte, où aucune des deux parties ne peut former une coalition, le Premier ministre Netanyahou reste en poste intérimaire jusqu'à la formation d'un nouveau gouvernement. Et pourquoi est-ce que je dis cela ironiquement? Parce que la tentative de le destituer constamment, soit il gagne, lui, c'est-à-dire pas lui personnellement, mais son parti obtient le plus grand nombre de sièges et il parvient à former une coalition, alors il est le Premier ministre. Ou s'il y a une victoire nette de l'opposition qui est alors capable de former une coalition. Donc, dans ces cas-là, c'est clair et net. Mais dans un cas où ce n'est pas clair et net et qu'il y a encore des négociations en cours, donc ce que nous avons ici, c'est une situation où le Premier ministre Netanyahou restera Premier ministre jusqu'à ce qu'une coalition soit formée. Si c'est sa coalition, il reste Premier ministre pour encore quelques années. Et si ce n'est pas sa coalition, je veux dire, si aucun des deux camps n'y parvient, il restera aussi Premier ministre pendant un bon moment, puisque nous avons vu combien de temps cela a pris il y a quelques années. Il y a eu plusieurs tours d'élection, donc tous ceux qui pensent «Oh d'accord, il est temps qu'on se débarrasse de Netanyahou, pas si vite». Je vais donc terminer avec un dernier point. L'un des dirigeants des ultra-orthodoxes a publié une déclaration disant qu'il est en colère contre Netanyahou et que notre alliance avec le Likoud est terminée. Le Likoud, c'est Netanyahou. Oui, Bien sûr. Et je voulais juste dire, j'ai un peu souri parce que, disons qu'il y a une élection et qu'aucun camp n'obtient la majorité, n'est-ce pas? Les ultra-orthodoxes ont-ils la possibilité de s'allier à l'autre camp, avec le centre-gauche, qui a été le plus virulent, disant que tous doivent aller à l'armée dès demain et qu'ils sont contre tout compromis? Et comme je l'ai dit il y a un instant, je pense qu'un compromis est la seule façon d'obtenir réellement des résultats. Sinon, ils se referment sur eux-mêmes et vous n'aurez aucun ultra-orthodoxe dans l'armée. Et moi, je veux qu'il y en ait plus dans l'armée. Mais ensuite, je réfléchissais, et nous allons terminer sur cette note parce que je vais poser une question. Toutes ces personnes qui veulent évincer Netanyahou, n'est-ce pas, seraient-elles prêtes à donner aux ultra-orthodoxes exactement ce qu'ils veulent afin d'obtenir une majorité à la Knesset pour se débarrasser de Netanyahou? Et cela signifie qu'ils doivent ravaler toutes leurs paroles des 2 dernières années. Oui, ils doivent revenir sur tout ce qu'ils ont dit. Et je pense, parce que je suis cynique, qu'ils pourraient bien le faire. eh bien, c'est déjà arrivé. Il est arrivé par le passé que le camp de la paix dise «D'accord, très bien, un État palestinien est plus important que tout le reste. On va céder». En fait, le père de Lapide, Tommy Lapide, feu Tommy Lapide, était justement ce centriste, ce que vous appelez un centriste. Et il a fait exactement cela. Il a soudainement dit «Oh, laissons tomber». Toute sa plateforme était basée là-dessus. Et il y a renoncé en un instant. Mais je vais dire une chose, je ne sais pas si cela arrivera et je ne sais pas ce qui va se passer, mais je sais une chose. S'il y a une impasse, la gauche va s'allier avec les partis arabes autant qu'elle le pourra. Et si c'est le cas, et s'ils disent que tout le monde doit être enrôlé, c'est intéressant. Ils ne disent pas ça à propos des citoyens arabes d'Israël. Donc il y a beaucoup d'hypocrisie dans ce pays, nous le savons. Et je pense que l'hypocrisie principale vient de la gauche. Vous n'êtes peut-être pas d'accord avec ça, c'est mon point de vue. Et particulièrement sur ces questions, je crois aussi, et pas en me basant sur des sondages, parce que je ne crois généralement pas aux sondages, et il est trop tôt. Je crois personnellement que la droite va avoir la majorité. On verra. Je peux me tromper et j'admettrai mon erreur quand les élections auront lieu. Donc je vais juste répondre en 2 phrases. Et je vais dire, Ruti, tu dis que les gens, les politiciens de gauche, sont des hypocrites. Et je dirais que tous les politiciens, pour servir leurs propres intérêts, vont parfois déformer la vérité et être très flexibles avec leur position. D'accord, message reçu. Absolument. Nous poursuivrons cette conversation la semaine prochaine.
Exactement. Et qui sait, la semaine prochaine, peut-être qu'on devra simplement revenir à parler de l'Iran et du président Trump. J'ai hâte d'en reparler. Moi aussi.